Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, le podcast sera un petit peu particulier puisqu'il s'agit de la retransmission du webinaire que j'ai organisé le 25 mars dernier en live sur LinkedIn. Alors lors de ce webinaire, j'étais très bien accompagnée pour parler fiscalité, une thématique qui est vraiment d'actualité puisqu'en ce moment nous sommes en pleine période fiscale. À mes côtés, Alexandre Lorimi, que l'on ne présente plus dans l'écosystème crypto, du cabinet Orwell, et Cédric Morgan, du cabinet d'experts comptables Adco, qui se spécialise dans la crypto-monnaie. Alors on a pris l'ensemble de vos questions et on a pris le temps d'y répondre. Allez, ne perdons pas de temps, je vous laisse l'écouter attentivement et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Bonne écoute à tous! Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour à tous, pour commencer, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le second webinaire de FinMining. Ça colle parfaitement avec l'actualité parce que comme vous le savez, on est en pleine période fiscale et FinMining organise cette semaine la semaine de la fiscalité avec plein de choses au programme. C'est très complet. Cette année, on a décidé de ne pas se louper sur le sujet. Vous avez aussi bien du podcast, des tutos, des articles, ce webinaire et des livres blancs également pour vous aider tout au long de la semaine, aussi bien B2B que B2C. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Chloé Desenfants, je suis CEO de la société FinMining. FinMining, c'est une plateforme qui vend des solutions d'investissement dans le milieu de la blockchain et de la crypto-monnaie. On est là depuis 2018. Et aujourd'hui, je suis très bien entourée puisque j'ai la chance d'avoir avec moi Alexandre Lorimi, donc quelqu'un qu'on ne présente plus dans l'écosystème crypto, fiscaliste du cabinet Orwell, et Cédric Morgan du cabinet d'experts comptables Adco. Adco, c'est un cabinet comptable à Grenoble, mais pas que. Vous avez également à Bassins, me semble-t-il, à Avignon et à Valence. Et c'est un cabinet comptable qui travaille de plus en plus dans le secteur de la crypto-monnaie. Ils ont pris notamment notre comptabilité depuis 2018. Donc, ils sont de plus en plus sur le sujet crypto. Voilà. Donc, bonjour messieurs déjà pour commencer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur vos activités ou peut-être sur vos actualités, en tout cas sur vos sociétés respectives? Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi, je suis chef de mission dans le cabinet Adco et j'ai fini mon stage d'expertise comptable récemment et j'ai pour objectif de rédiger un mémoire pour devenir expert comptable sur le thème des crypto-monnaies. Super. Et donc, Alexandre... merci pour la présentation et l'invitation, Chloé. Alexandre Lorimi, donc je suis avocat et j'ai cofondé le cabinet Orwell Avocat, qui est un cabinet qui est dédié depuis plus de 5 ans à l'accompagnement des acteurs en fait de l'industrie crypto. Donc on fait plusieurs matières, principalement le droit bancaire et financier avec toutes les procédures d'enregistrement PSAN par exemple, le droit fiscal avec tous les sujets que peuvent rencontrer les entreprises, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA. La TVA, c'est un gros sujet. C'est d'ailleurs un sujet qui va bientôt faire l'actualité pour un secteur plus spécifique. Et les particuliers investisseurs, qui ont des sujets. Et on a enfin d'autres matières également importantes au sein du cabinet que sont le contentieux, puisque surtout en période de baisse du marché, les sociétés se reprochent des choses, les investisseurs reprochent des choses aux sociétés et inversement. Donc ça s'y prête particulièrement. Vous avez fort à faire. C'est notamment votre cabinet du coup qui nous a accompagnés dans notre enregistrement PSAN, un enregistrement qui nous a pris du temps et sur lequel vous avez bien accompagné. Et là, on est en vue de la préparation de MiCA, toujours avec vous, puisqu'on était très bien servis. Donc, on continue dans cette veine. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. La thématique de ce webinaire, comment déclarer ses crypto-monnaies en 2023. Voilà, il était intéressant de faire une petite update parce que chaque année, en fait, on s'aperçoit qu'il y a finalement des nouveautés, puis le marché change, il y a des nouvelles offres, etc. Je vais présenter rapidement le contenu de ce jour. Pour commencer, quelles sont les obligations fiscales en lien avec les crypto-monnaies? En deuxième point, on verra sur quel type d'action dois-je payer mes impôts pour mes crypto-monnaies. On verra également la méthode de calcul sur l'imposition des cryptos. Plein d'interrogations autour du stacking, du lending, des NFT, mais également du mining. On verra également quelles sont les nouveautés fiscales en crypto cette année 2023 et comment déclarer ces cryptos en tant qu'entreprise, toujours en 2023. Voilà. On prendra un petit moment à la fin, bien évidemment, pour un petit question-réponse de 15-20 minutes. Si toutefois, si toutefois il y a des sujets qu'on n'a pas abordés
dans le contenu qui est, ma foi, bien complet, mais on verra peut-être qu'il y aura des petits oublis. Alors, commençons. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les obligations fiscales en lien avec les cryptos? Pour les particuliers, peut-être on commence par la situation des particuliers. Pour les particuliers, en fait, il y a deux types d'obligations fiscales en France aujourd'hui, qui concernent spécifiquement les cryptos. La première, c'est une obligation qui s'applique si on détient un compte de crypto ouvert auprès d'une entreprise étrangère. Et cette obligation, elle consiste tout simplement à déclarer chaque année l'existence de ce compte et quelques éléments permettant d'identifier le teneur du compte. C'est la déclaration des comptes d'actifs numériques à l'étranger qu'on doit faire en même temps que la déclaration de revenus. Ça, c'est une obligation qu'on a dès lors qu'on a un compte à l'étranger. Et même si on n'a fait aucune opération sur actifs numériques, aucune cession, même si on n'a pas touché à ces cryptos de l'année. À côté de ça, on a une déclaration des plus-values, des cessions en fait d'actifs numériques qui doit être faite chaque année et qui s'applique uniquement si on a fait des cessions au cours de l'année précédente. En sachant que par cession, il faut entendre toute vente d'actifs numériques contre autre chose qu'un actif numérique. Et donc on exclut tous les échanges entre actifs numériques. Un trade Bitcoin Ether ne constitue pas une cession au sens fiscal. Par contre, à l'achat d'une consultation fiscale en Bitcoin, par exemple, si moi je suis payé en Bitcoin, ce paiement constitue une cession. Ou si le Bitcoin est vendu en euros, le paiement constitue, la vente constitue également une cession. Et donc ça, c'est la deuxième obligation, l'obligation de déclarer toutes les cessions réalisées au cours de l'année précédente. On va les détailler, j'imagine, ensuite. Très bien. Alors, continuons. Sur quel type d'action dois-je payer mes impôts pour mes crypto-monnaies? Donc, j'ai mis 2 points qui me semblaient importants. Après, vous me rectifierez si toutefois vous voyez d'autres choses. Il y avait la cession de crypto-monnaies vers monnaie fiduciaire et l'achat de biens ou de services en utilisant des crypto-monnaies. C'est effectivement les cas les plus courants. Mais en fait, c'est vrai que pour éviter de faire des oublis ou des erreurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le principe, c'est que dès qu'on se sépare d'une crypto, on est imposable. L'exception, c'est si la contrepartie, c'est une autre crypto, en gros. Et donc, faut pas inverser la logique en se disant, on est imposable que si on cède contre du fiat. Non, c'est vraiment l'exception. Donc, c'est les deux cas les plus courants, en fait. Mais on pourrait en imaginer d'autres, et notamment, il y a un débat sur le fait de savoir si prêt de crypto, par exemple, constitue une cession au sens fiscal. Il y a certains professionnels qui considèrent que oui, certains agents de l'administration fiscale qui considèrent que oui. Donc, ça pourrait être une nouvelle opération justifiant de déclarer une opération imposable. Justement, tu me disais tout à l'heure, dans le cas où on oublierait, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Si on oublie de faire une déclaration, de bien remplir sa déclaration, qu'est-ce qu'on encourt? En gros, ça dépend de la nature de l'omission. En fait, ça peut être une omission considérée comme légitime ou alors considérée comme une maladresse, ou ça peut être une omission considérée comme fautive, voire frauduleuse. Le risque, dans tous les cas, c'est évidemment de subir un redressement, c'est-à-dire que le fisc vienne contrôler et demande aux contribuables de payer ce qu'il aurait dû payer, mais c'est pas vraiment un risque puisque on nous demande juste de payer ce qu'on aurait dû payer. Le risque, il se situe sur les pénalités, et c'est là que les pénalités peuvent varier en fonction de la nature de l'omission. Si on est sur une omission qu'on considère de bonne foi, parce que les circonstances font apparaître que la personne a légitimement considéré que cette somme n'était pas imposable ou s'est perdue dans ses calculs, on sera sur une pénalité de 10% de l'impôt réclamé en plus. Si on considère que cette omission a été faite de mauvaise foi, et donc pour cela, l'administration fiscale doit démontrer que le manquement a été délibéré, donc que le contribuable avait connaissance d'enfreindre les règles. Du coup, là, on sera sur des pénalités de 40%. Et si on est dans une omission qui relève d'une intention frauduleuse, c'est-à-dire si l'administration découvre qu'il y a des actions positives qui ont été mises en œuvre pour dissimuler l'omission, par exemple ouvrir un compte bancaire à l'étranger non déclaré pour encaisser un cash out, ce genre de choses, là on peut aller sur des pénalités qui sont de 80%. Ok, d'accord. Donc ça dépend vraiment de la nature de l'individu, la nature de l'oubli, donc ça on peut on peut pas statuer. Ouais, pour résumer, exactement, mais pour résumer, dans la grande majorité des cas et des clients qu'on conseille,
on a des gens de bonne foi en face qui ont peur de se tromper. Le fait de se tromper, c'est pas quelque chose qui est sanctionné très très sévèrement. Le fisc a conscience de la complexité de la déclaration, surtout celle-ci. Ils ont conscience du fait qu'il existe une marge d'erreur. Parfois, ils ont même pas les moyens de trouver l'erreur, tellement les flux sont complexes. Donc, ils passent à côté. Parfois, les erreurs sont faites au détriment même du contribuable. Donc voilà, en fait, il ne faut pas dramatiser si on n'est pas certain d'être au centime près. Il faut juste faire les choses de manière méthodique et de bonne foi. Voilà, donc il vaut mieux se tromper que de ne rien faire, surtout si on doit résumer en une chose. Et puis après, on peut se faire encadrer, on peut se faire accompagner par des structures telles que Walsio pour bien faire ses déclarations, mais ça, c'est un autre sujet. Très bien, on va poursuivre avec le troisième volet. Cédric, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la méthode de calcul de l'imposition pour mes crypto-monnaies ? Oui, alors on va avoir trois types d'impositions différentes suivant les opérations qui sont réalisées. Donc, on a le minage de crypto-monnaies, où ça, on va considérer que c'est des bénéfices non commerciaux. On rentrera un peu plus dans le détail plus loin dans les diapos. Et après, ça va dépendre si les gains sont réalisés à titre occasionnel ou habituel. Si on a des gains qui sont à titre occasionnel, on est à la flat tax. Donc, autrement dit, on va payer 12,8 d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Si les gains sont habituels, on va être dans ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux. Et ça, c'est pareil, on verra peut-être plus loin le détail du mode de calcul. Je vais juste faire un petit point sur ce qui est occasionnel ou pas. On n'a pas de définition claire de ce que c'est. L'administration, elle nous indique qu'on peut retenir les mêmes critères pour les instruments financiers, mais elle nous donne pas les critères non plus pour les instruments financiers. Donc, on n'est pas plus avancé que ça. Et visiblement, la doctrine, elle se fonderait surtout sur la fréquence des opérations et sur l'importance des montants qui sont déclarés par rapport aux autres activités. Donc, typiquement, si sur 3 ans, on déclare 50 000 euros de crypto-monnaie alors qu'on est au chômage, par exemple, il y a quand même de grandes chances que ce soit considéré comme des gains réalisés à titre habituel. D'accord, très bien. Ok, très bien. Merci pour ce petit point de lumière. On va continuer. Il y a plein d'interrogations. Alors, on a recueilli plein de questions sur nos supports clients, les échanges qu'on a avec les clients au téléphone, etc. Il y a plein d'interrogations qui demeurent autour de tout ce qui est stacking, lending, NFT, mining. Finalement, la fiscalité, est-ce qu'elle est bien différente pour tous ces services ? Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous éclairer là-dessus un petit peu ? Oui, c'est des sujets assez vastes. C'est vrai qu'il faut avoir en tête une chose, c'est que aujourd'hui, la France, c'est un pays qui a créé un cadre clair pour la fiscalité des particuliers en matière de crypto, assez tôt d'ailleurs, mais il faut bien avoir en tête les limites de ce cadre. En fait, ce cadre, c'est un régime qui s'applique aux cessions d'actifs numériques, c'est-à-dire vraiment qu'aux plus-values ou aux moins-values qu'on est susceptible de réaliser dans le cadre de l'achat et de la vente d'actifs numériques réalisés dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. C'est tout. Du coup, toutes les autres opérations qu'on est susceptible de réaliser avec des actifs numériques ou avec autre chose que des actifs numériques, comme des NFT, ce qui pose la qualification des NFT, ça n'a pas été traité de manière spécifique aujourd'hui par le droit fiscal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles qui s'appliquent, mais ça veut dire qu'il y a des règles très générales qui s'appliquent et qui s'appliquent difficilement et de manière assez peu adaptée souvent. Donc, après avoir dit ça, en fait, je peux entrer dans les détails. J'ai dit ça parce que, par exemple, pour le staking, pour le minage ou pour n'importe quelle activité passive qui est susceptible de générer des revenus en crypto, passive dans le sens où j'utilise du minage, des solutions de minage déléguées, par exemple. Je parle pas du mineur qui investit dans des centrales énormes. Voilà, je parle vraiment d'investissement passif qui rapporte des revenus passifs. Ces revenus, en principe, ils devraient être fiscalisés en application des règles générales à la date de l'acquisition des cryptos, à hauteur de la valeur en euros des cryptos au moment de leur acquisition. Et donc, cette règle générale soulève beaucoup de difficultés en fait en pratique, puisqu'on a plein de protocoles, notamment de staking, où les rewards sont versés bloc par bloc à des intervalles qui sont extrêmement réguliers, parfois c'est à la minute, ce qui implique d'avoir un outil en mesure de valoriser en euros chaque reward, chaque fraction même minime de reward, ce qui est totalement
disproportionné en fait comme exigence pour un particulier qui investit passivement une partie de son épargne, quoi. Donc ça crée des contraintes, des exigences sur les contribuables qui sont totalement disproportionnées, et forcément quand c'est des règles qui sont un peu absurdes ou très dures à appliquer, souvent les gens les appliquent pas. C'est assez naturel et ça se constate sur tous les régimes fiscaux. Et c'est pour ça que nous, dans ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens, en fait, considèrent que ces rewards qui sont acquis passivement, considèrent qu'ils sont acquis à titre gratuit, donc à zéro, et déclarent tout au moment de la cession donc d'actifs numériques qui, elle, relève d'un régime clair et stable défini en 2018 par l'administration fiscale, enfin par le législateur. Donc ça, c'est un des sujets sur le staking. Et pareil, que le régime qui existe, il concerne les actifs numériques, ce qui pose la question de la qualification des NFT. Est-ce qu'on est en présence d'actifs numériques ou pas? Vous, en plus, Phil Manning, vous êtes PSAN. Donc, vous pouvez avoir en tête la difficulté de cette question parce que les acteurs qui font du service sur NFT n'ont pas tellement envie que les NFT soient qualifiés d'actifs numériques. Sinon, on rentre dans le service sur actifs numériques et donc sur l'enregistrement AMF. Mais les particuliers qui investissent dans les NFT ont plutôt intérêt à ce que ce soit qualifié d'actifs numériques, puisque ça permet de bénéficier d'une flat tax à 30%, de la neutralisation des échanges entre actifs numériques. Donc, si j'échange mon NFT contre des Ethers, ou si j'achète un NFT avec des Ethers, j'ai pas d'impôt. Donc, voilà, il y a un sujet sur la qualification. Actifs numériques, ça reste une des hypothèses les plus probables, fiscalement en tout cas. Et aujourd'hui, c'est plutôt admis par tous les rapports qu'il y a eu sur le sujet qu'on n'est pas sûr de la qualification, que l'AMF n'a jamais rien dit sur le sujet, mais qu'en matière fiscale, on peut considérer que c'est des actifs numériques sans aller chercher beaucoup. Il y a d'autres qualifications qui sont envisageables. En fait, souvent, pour des NFT qui représentent des biens physiques, il faudra même pas s'intéresser aux NFT, il faudra aller s'intéresser directement aux sous-jacents, aux biens que le NFT représente pour aller chercher le régime fiscal. Si on part du principe que le NFT est en fait qu'un moyen technique de prouver la propriété sur un bien qui existe par ailleurs, il n'y a aucune raison de rechercher le régime fiscal de ce type de propriété. On regarde le régime du bien. Et ensuite, sur certains types de NFT, notamment des CryptoPunks ou des Bored Ape par exemple, il y a des qualifications plus spécifiques qui pourraient être recherchées, type objet de collection, du fait de la rareté et du caractère un peu historique de ces collections. Ça pourrait justifier dans certains cas, mais c'est quand même, ça concerne assez peu de NFT. En fait, pour les NFT, le gros problème, c'est que il n'y a pas un type de NFT. On ne peut pas vraiment parler de NFT comme une catégorie juridique. Il y a vraiment des grands types d'usages qui pourraient relever de différents régimes fiscaux, mais il n'y a pas un régime fiscal pour tous les NFT. Ouais, il y a plein de use cases avec les NFT, donc du coup, pour le moment, il y a rien de tranché. Moi, ça me paraît toujours un peu flou, effectivement, ce volet-là. Bon, c'est pas quelque chose nous qu'on fait chez Phil Manning, donc du coup, j'ai pas forcément à répondre aux clients sur ce volet-là. Et finalement, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, comme je te disais, je trouve ça un peu flou au niveau de la réglementation. Mais bon, on y viendra. Ça va se préciser bien sûr en cours pour le préciser. Mais si j'étais là pour un particulier qui est en face de sa déclaration, en fait, il y a vraiment trois grandes hypothèses. C'est est-ce que mes NFT représentent des biens physiques? S'ils représentent des biens physiques, je les traite comme les biens physiques. S'ils représentent pas des biens physiques, je considère que c'est des actifs numériques, sauf si vraiment ils présentent un caractère historique ou de collection très très important, auquel cas, je peux m'interroger sur l'opportunité d'aller sur le régime des objets de collection. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que sur ce volet-là, on avait d'autres choses à aborder? Je pense que tu as fait le tour. Ouais. On va poursuivre du coup. Alors, par rapport à l'année dernière et les années antérieures, quelles sont les nouveautés fiscales en crypto pour cette nouvelle année? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Forcément, ça évolue. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut prendre la parole sur le sujet? À la limite, je vais commencer sur la déclaration des profils en BNC, puis Alexandre pourra compléter s'il manque des choses. Donc en fait, c'est les règles pour l'imposition des gains de crypto en bénéfices non commerciaux, ça va suivre les règles de droit commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura deux régimes possibles, soit le micro BNC, et dans ce cas-là, on va bénéficier d'un abattement de 34% sur le chiffre d'affaires qui a déclaré, soit le régime de la déclaration contrôlée, et dans ce cas-là, on déduit les charges qui ont été réellement supportées
pour le chiffre d'affaires qu'on va déclarer. Alors l'avantage, c'est que ça peut être plus intéressant puisque on a un abattement de 34%, donc on a souvent des charges qui sont au-dessus des 34%, mais l'inconvénient, c'est qu'administrativement, c'est quand même beaucoup plus lourd puisqu'on a une comptabilité à tenir pour justifier toutes les dépenses qu'on va mettre en déduction du chiffre. D'accord, très bien. Voilà. Et juste quelque chose d'assez important, ça c'est il y a eu 2 changements depuis l'adoption du régime des plus-values sur actifs numériques qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il n'y a eu que 2 changements qui ont été prévus il y a 1 an, mais dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2023. Et donc c'est ceux qui sont écrits sur le slide. À partir du 1er janvier 2023, les personnes physiques qui réalisent des cessions d'actifs numériques vont pouvoir choisir entre être imposé à la flat tax ou être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et donc, ce qu'il faudra comparer, c'est l'impôt. Parce que la flat tax, c'est composé de 2 choses, de l'impôt et des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux à 17,2 et l'impôt à 12,8. Et donc, il faudra regarder si le taux de 12,8 est supérieur au taux marginal d'imposition au barème de la personne en question. Si on a un taux marginal inférieur, il sera préférable d'opter pour le barème et on aura une imposition moins élevée. S'il est supérieur, il faudra mieux rester sur la flat tax. Donc, il faudra formuler une option express pour bénéficier du barème, en sachant que ça va bénéficier à des gens qui sont dans les tranches marginales d'imposition de 0 ou de 11%. Mais le point important, c'est que c'est pas une option qui va pouvoir être formulée lors de cette déclaration. C'est une option qui pourrait être formulée à partir de l'année prochaine, en 2024, puisque ça concernera que les revenus réalisés en 2023. D'accord, très bien. Et pareil pour le BNC. Le BNC, c'est pour les traders pro, ils seront en BNC, mais sur leur revenu 2023, donc dans leur déclaration 2024. D'accord, très bien. Oui, une question que je me pose. Désolé, mais c'est pour prolonger. Ce sera barème plus prélèvements sociaux, effectivement. Les 17,2, ça change pas. C'est flat tax ou barème, il s'applique. Ok, très bien. Je voulais savoir, avec tout ce qui s'est passé en 2022, il y a pas mal de gens qui ont fait des pertes, notamment avec Terra Luna, avec FTX. Comment ça se passe concrètement quand on a subi des pertes? Ça, c'est une grande question qui revient assez souvent. C'est est-ce que je dois déclarer? Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Si toutefois en plus je suis remboursée, enfin. Ouais, ça c'est une vaste question. On a écrit un article d'ailleurs sur le blog du cabinet. C'est une vaste question parce qu'il y a plein d'inconnus en fait. Déjà, d'un point de vue purement théorique, quand on a des fonds qui sont bloqués sur une, en fait, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un cas comme FTX, on a des fonds bloqués auprès d'une plateforme qui entre en redressement judiciaire. On peut pas vraiment considérer qu'on a perdu les fonds. En fait, on le sait pas encore. Ça se trouve à la fin de la procédure, FTX aura retrouvé, enfin les mandataires judiciaires ont retrouvé suffisamment d'actifs pour rembourser tout le monde. Donc, on peut pas le savoir. Si on a des infos qui laissent penser qu'on va perdre la moitié, par exemple, il y a une chose qui pourrait être envisageable. Déjà, on peut pas constater de moins-value parce qu'on n'a pas de cession imposable. Mais par contre, on pourrait sortir de son portefeuille la valeur des cryptos qu'on estime perdues à tout jamais. Le risque, c'est de devoir les re-rentrer plus tard si il y a un remboursement inespéré, quoi. Et ça, j'imagine qu'il faut après le justifier, du coup. Il faut le justifier en cas de contrôle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Au moment de la déclaration, il n'y a pas de justification, mais en cas de contrôle, il faut avoir tous les documents. Et dans un cas comme avec le crash de Terra Luna, comment ça se passe? Parce que là, on est dans un autre cas de figure encore. Avec le Terra Luna, on peut encaisser sa perte, quoi. Enfin, fiscalement, on peut l'encaisser. De toute façon, pour encaisser fiscalement, il faut faire une cession. Donc, on vend ces tokens qui ont perdu toute leur valeur contre du fiat et ça permet d'encaisser la perte. Le problème, c'est que malheureusement, les moins-values, si on a un moins-value globalement sur l'année, et ça, c'est un peu le gros point noir du régime, c'est que ces moins-values sont pas reportables sur les plus-values potentielles de l'année suivante et sont pas non plus imputables sur d'autres revenus de la même année. Donc, si on a un moins-value sur une année, c'est vraiment une moins-value de perdu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, de perdu, ouais. Ok, très bien. Bon, merci pour ces petits points sur les pertes notamment. J'espère qu'on n'aura pas abordé ce type de sujet l'année prochaine. Alors, un sujet qui intéresse énormément, on a pas mal de personnes d'entreprises chez nous, on fait pas mal de B2B. Comment déclarer ses cryptos en tant qu'entreprise en 2023? Alors là, j'ai mis 4 points assez importants, notamment le statut juridique des cryptos,
la comptabilité à la détention d'actifs numériques, la fiscalité à la cession d'actifs numériques et la fiscalité et la compta des revenus en actifs numériques. C'est hyper complet, mais je vous laisse prendre la main sur le sujet comme vous le voulez. Et Cédric, est-ce que vous voulez peut-être parler vous, de la compta des revenus en actifs numériques? Je vais commencer par Voilà, comment ça s'intègre dans une comptabilité d'entreprise des crypto-monnaies? Alors en fait, le plus important, c'est de savoir ce que veut faire l'entreprise de ces crypto-monnaies, puisque peu importe la crypto-monnaie, c'est l'utilisation que va en faire l'entreprise qui va déterminer la règle comptable. Si par exemple on est dans une activité de trading où on fait de l'achat-revente, on sera par exemple au bilan en présence d'un stock. Donc comptablement c'est un compte 3. Si c'est un placement de trésorerie, on va pas du tout être dans le même schéma et on va être dans l'utilisation d'un compte 522. Et si l'objectif c'est la détention des cryptos sur le long terme, là comptablement on sera dans le cadre d'une immobilisation et ce sera un compte 2, 26 ou 27 qui sera utilisé. Donc ça c'est au moment de l'acquisition, c'est comme ça qu'on va les comptabiliser. Et après faut voir au moment du bilan, en fait, on va comparer la valeur de la crypto-monnaie à l'acquisition avec la valeur au 31 décembre. Donc ça, il faut prendre la valeur réelle. Donc pour les crypto-monnaies qui sont cotées, ça va. Pour les crypto-monnaies qui sont peu liquides, ce sera un peu plus compliqué de déterminer la valeur au moment du bilan. Et en fait, si cette valeur-là est inférieure au cours d'acquisition, comptablement, il faut qu'on comptabilise ce qu'on appelle une dépréciation, qu'on constate la perte de valeur sur l'actif. Et inversement, si on est en plus-value, là, on n'a rien à faire parce que dans le droit comptable français, on n'a pas le droit de comptabiliser les plus-values. Et après, il va se poser la question de l'imposition ou de la déduction des provisions. Au niveau de la documentation et de la jurisprudence, vu que c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas encore grand-chose. À mon sens, la provision, faut pas la déduire. Et si jamais on est dans le cas d'une plus-value latente, on va pas l'imposer non plus. Parce que vu la volatilité des crypto-monnaies, si ça se trouve, on est en plus-value latente au 31 décembre. Et au moment où on solde l'impôt en mai, si ça se trouve, ça a perdu la moitié de sa valeur et on n'aura même plus la trésorerie nécessaire pour payer l'impôt société qui est lié à cette plus-value latente. D'accord, très bien. Est-ce qu'Alexandre, vous avez des choses à rajouter sur le sujet? Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Cédric. C'est un grand sujet, en fait, les modalités de traitement du latent en fait à la clôture de l'exercice. Il y a pas mal d'experts comptables qui estiment qu'il faut fiscaliser la plus-value latente. Moi, je suis assez contre en fait cette position. Je suis plutôt de l'avis de Cédric. Effectivement, à mon avis, le Code général des impôts ne l'impose pas déjà, et en plus, ça n'aurait pas trop de sens vu l'actif. Sur la déductibilité des provisions, je suis peut-être un peu moins réservé. Je pense que parfois ça peut se justifier d'un point de vue fiscal. Après, peut-être bien rappeler que, à la différence d'un particulier, tous les mouvements doivent être en fait comptabilisés en principe pour les sociétés, et toutes les cessions, y compris contre d'autres actifs numériques, donc un échange crypto-crypto, génèrent en fait de l'imposition, enfin potentiellement de l'imposition. En tout cas, une variation du compte de résultat, quoi. Donc ça, c'est un point à garder en tête parce que souvent le régime des particuliers crée une confusion. Les gens pensent que tant qu'on reste en crypto, même en société, on n'a pas d'impôt, alors que c'est faux. D'accord, très bien. Merci à tous les deux en tout cas. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Merci. Au revoir. Et voilà pour le webinaire, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. La semaine dernière, c'était la semaine de la fiscalité chez Filmmining. On vous a préparé plein de contenus différents. Vous avez à disposition sur la partie blog 2 articles. Vous avez un podcast avec notre partenaire Walsio pour parler également fiscalité. Vous avez également un tuto. Bref, vous avez plein de contenus différents pour bien remplir vos déclarations fiscales. Petit rappel pour terminer, n'oubliez pas qu'avec le lancement de notre V3, les frais de courtage sont offerts sur l'achat de crypto-monnaies. Cette offre est disponible du 24 avril au 8 mai 2023 inclus. N'hésitez pas à en profiter pour diversifier votre portefeuille d'actifs. Moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.